Qu'évoque pour vous le mot Néandertal? Même si les perceptions de ces humains anciens ont radicalement changé au cours des dernières décennies, il est encore probable que ce mot soit synonyme de brute primitive, de singe traînant les articulations au sol. L'image classique de Homo neanderthalensis, le néandertalien, est celle d'un être stupide, brandissant une massue colossale, qu'il utilise pour frapper ses congénères sur la tête. La culture populaire du XXe siècle regorge de ces représentations, et le grand public dans le monde entier en est venu à connaître le néandertalien comme un monstre, un sous-humain, plus singe qu'homme. La réalité ne pourrait être plus différente. Homo neanderthalensis était en fait aussi humain que vous et moi. Il menait des vies compliquées, créait de la musique et de l'art, était extrêmement intelligent et se sont même reproduits avec nous, les premiers Homo sapiens. C'est exact. Il est fort probable que votre ADN contienne celui des Néandertaliens qui parcouraient une grande partie de l'hémisphère nord à la fin de l'époque du Pléistocène. Ces premiers hommes et femmes étaient exactement cela, des hommes et des femmes. Bien qu'ils appartiennent à une espèce différente de celle de nos ancêtres, ils étaient tout aussi humains que vous et moi, seulement à leur manière. Évidemment, il n'y a plus de Néandertaliens vivants aujourd'hui, mais nous savons qu'ils ont coexisté avec nos ancêtres. Alors que l'heure est-il arrivée? Où sont-ils tous passés? Aujourd'hui, nous répondrons à ces questions et bien d'autres en examinant en profondeur Homo neanderthalensis, certains de nos plus proches cousins dans le monde des hominidés. Nous examinerons de nombreux aspects de la vie néandertalienne, leur culture, leur mode de vie, leur évolution et leur apparence. Rejoignez-nous pour un voyage fascinant dans la vie, les amours et l'héritage de Homo neanderthalensis, le néandertalien. Les néandertaliens, Homo neanderthalensis, sont apparus entre il y a 315 000 et 430 000 ans. Les études sont encore incomplètes quant au moment exact où les premiers néandertaliens ont commencé à évoluer, mais il semble qu'ils ont commencé à apparaître progressivement au cours de cette période, ce qui représente un tout petit pas sur la grande échelle géologique de la vie. Imaginez l'échelle des temps géologiques de la planète Terre sur une chronologie d'un an. L'aube des temps est le 1er janvier et maintenant c'est le 31 décembre. Les Néandertaliens sont apparus et ont disparu en environ 1 minute ou 2 sur cette échelle. Nous sommes beaucoup plus proches d'eux que vous ne pourriez le penser. Le Néandertalien moyen aurait été sensiblement différent des Homo sapiens avec lesquels ils partageaient la planète. Au premier coup d'œil, ces hommes et femmes auraient été difficiles à distinguer de ceux de notre propre espèce. Mais une rencontre rapprochée aurait certainement aidé à les identifier. Le Néandertalien moyen était plus petit et plus trapu que l'Homo sapiens moyen. Ils étaient rebâtis de manière beaucoup plus robuste pour les aider à résister aux éléments brutaux de leurs habitats de l'ère glaciaire, avec des bras et des jambes plus larges. Leur torse était en forme de tonneau avec des côtes épaisses et courbes, et des bassins larges pour favoriser davantage leur succès dans ce mode de vie difficile. Le visage d'un néandertalien était également facile à distinguer de celui d'un humain moderne. Leurs sourcils étaient plus proéminents que les nôtres, leur menton était droit et court, leur front était légèrement incliné et leur nez était large, plat et imposant pour aider à filtrer l'air froid. Les Néandertaliens étaient beaucoup mieux adaptés au climat froid et glacial de l'hémisphère nord. Et c'est justement là qu'ils vivaient. Les Néandertaliens étaient originaires d'Eurasie jusqu'à il y a environ 40 000 ans, lorsqu'ils ont commencé à disparaître mystérieusement des archives fossiles de l'époque. De grandes populations de Néandertaliens étaient concentrées en Europe occidentale, en particulier à travers la péninsule ibérique, la France et l'Allemagne. L'Allemagne, en particulier, est un site merveilleux pour les fossiles néandertaliens. Et de nombreuses populations y ont été découvertes. De petites populations de Néandertaliens ont même réussi à atteindre les îles britanniques, où ils ont prospéré aux côtés de nos premiers ancêtres pendant un certain temps. En voyageant vers l'Est, en direction de l'Asie, les populations néandertaliennes commencent à devenir de plus en plus rares à mesure que l'on approche de l'Asie centrale, mais l'espèce prospérait dans le nord froid, vers la Sibérie, la mer Baltique et la Scandinavie. Des populations de Néandertaliens sont effectivement connues dans des climats plus chauds d'Asie centrale et du Moyen-Orient,
mais les Néandertaliens se portaient mieux loin de ces climats plus chauds, privilégiant les vastes steppes ouvertes, la toundra et les plaines, ainsi que la mégafaune aujourd'hui disparue qui vivait à leur côté. L'habitat privilégié du Néandertalien était la steppe à mammouth, le biome continu le plus vaste de la planète Terre, caractérisé par une abondance d'herbes, des zones boisées clairsemées et d'énormes mammifères. La steppe à mammouth est l'environnement que nous associons le plus étroitement à l'ère glaciaire. Elle s'étendait sur une grande partie de l'ère de répartition de Homo neanderthalensis, de la péninsule ibérique occidentale jusqu'à la côte orientale de la Russie, débordant même jusqu'au Canada. Lorsque la Terre a commencé à se réchauffer vers la fin du Pléistocène, la steppe à mammouth a disparu, tout comme nombre de ses habitants. Le cycle de vie néandertalien était similaire à celui des êtres humains modernes. On théorise que tandis que les espèces ancestrales, telles que Homo habilis et Homo erectus, atteignaient généralement la maturité très rapidement, les espèces ultérieures telles que Homo neanderthalensis et Homo sapiens ont choisi de retarder leur maturité plus tard dans la vie pour permettre à leur cerveau de se développer davantage. Ainsi, il est probable que les Néandertaliens et les humains modernes aient atteint la maturité à un stade similaire de leur vie. Leur période de gestation était probablement très similaire. Et les femelles atteignaient généralement la ménopause à un moment similaire à celui des femmes modernes. Ce sont ces caractéristiques coïncidentes qui ont pu encourager les Néandertaliens à commencer à se reproduire avec les Homo sapiens. Les Néandertaliens étaient dans l'ensemble parfaitement adaptés à leurs environnements. Leur corps en forme de tonneau et leurs membres épais et robustes permettaient une grande force physique et une résistance aux éléments, que ce soit face au temps glacial ou aux attaques de mammifères mégaphoniques robustes. Leur corps large et leur stature courte les auraient aidés à conserver la chaleur corporelle mieux que les Homo sapiens n'auraient pu le faire, leur permettant de peupler les régions plus au nord que ne l'ont fait nos ancêtres, les aidant ainsi à éviter la concurrence pour la nourriture. Leurs nez, larges et plats, auraient pu bien filtrer l'air froid et l'espèce aurait trouvé beaucoup plus facile de respirer dans les royaumes nordiques glaciaux de l'Eurasie. Lorsqu'on l'écrit noir sur blanc, il semble que les Néandertaliens étaient beaucoup mieux adaptés à une vie sur la toundra glacée que nous, Homo sapiens. Mais l'existence du Néandertalien jusqu'à l'époque moderne ne devait pas se concrétiser. Il y a un peu moins de 500 000 ans, les Néandertaliens ont commencé à apparaître dans les archives fossiles à travers l'Eurasie. Homo heidelbergensis, un descendant de Homo erectus qui a prospéré au Pléistocène moyen à travers l'Europe et possiblement l'Asie et l'Afrique, était l'espèce qui allait donner naissance à Homo neanderthalensis. À cette époque, beaucoup de confusion et de débats persistent encore quant au moment exact où les Néandertaliens sont officiellement apparus pour la première fois, mais il semble que c'était cette espèce, et approximativement à cette époque, que la balance a commencé à pencher vers Homo heidelbergensis, devenant une nouvelle espèce intelligente, se séparant en deux directions différentes. Une branche de Homo heidelbergensis s'est scindée pour devenir Homo neanderthalensis, tandis qu'une autre est partie dans une direction distincte, évoluant pour devenir Homo sapiens, nous. Encore une fois, les experts ne sont pas sûrs à 100% de ce qui s'est exactement passé pour causer cette division taxonomique. La théorie dominante est que l'isolement géographique a joué un rôle, comme ce fut le cas avec la séparation de Homo habilis en Homo erectus des millénaires auparavant. Les scientifiques proposent qu'une population de Homo heidelbergensis, à l'époque où les Néandertaliens ont commencé à apparaître, a été isolée par une barrière géographique, dans ce cas, un événement de glaciation massive. S'adaptant avec succès à ce nouvel environnement au lieu de succomber au climat rigoureux, la population a commencé à changer. Ils sont devenus robustes et plus humains visuellement. Ils ont commencé à se reproduire, à former des communautés et à adopter ce nouveau mode de vie glaciaire comme celui qu'ils privilégieraient, devenant connus comme une nouvelle espèce, les Néandertaliens. Les Néandertaliens, une fois qu'ils se sont adaptés à leur nouvelle maison, ont pu se répandre, conquérant de nouveaux territoires, à travers les royaumes nordiques sauvages de l'Eurasie. Au fur et à mesure qu'ils évoluaient et prospéraient, ils devenaient plus intelligents, maîtrisant le pouvoir de technologies nouvelles et puissantes telles que le feu, les armes et les vêtements. Ils rencontreraient une gamme de nouvelles créatures avec lesquelles ils pouvaient à la fois interagir et chasser,
de nouvelles espèces d'humains, comme nous, et les Denisoviens, aujourd'hui disparus. Homo denisova, ainsi que de nouvelles espèces de mégafaune, dont certaines étaient également nouvellement évoluées suite à l'événement de glaciation. Ces dernières étaient des cibles de choix pour cette nouvelle technologie de chasse puissante, et les Néandertaliens ont prospéré sur ces steppes pendant de nombreux milliers d'années. Nous avons beaucoup de preuves convaincantes que les populations de Homo neanderthalensis ont coexisté et interagi avec d'autres espèces humaines. Après que les Néandertaliens ont évolué et commencé à se répandre à travers les continents nordiques, ils auraient commencé à rencontrer d'étranges créatures qui leur ressemblèrent presque. Des humains plus grands et plus légers, avec des visages plus anguleux et des capacités communicatives complexes, auraient été trouvés plus au sud. C'étaient les premiers membres de notre propre espèce, Homo sapiens. Lorsque les Néandertaliens ont commencé à conquérir l'Est, ils auraient aperçu de rares visions d'une créature qui leur ressemblait peut-être davantage. Les Denisoviens ou Homo denisova, un taxon mystérieux et controversé qui peut ou non avoir été sa propre espèce. Ils peuplaient les régions nordiques de la Sibérie et une grande partie de l'Asie de l'Est. C'est incroyable de penser à la façon dont ces premières rencontres ont dû se dérouler. Qu'est-ce qui a traversé l'esprit du premier Homo sapiens lorsqu'il a découvert que d'autres espèces sapientes émergeaient dans les steppes? Les ont-ils même reconnus comme différents? Qu'en est-il des Denisoviens? Nous ne pouvons même pas dire avec certitude à quoi ressemblait cette espèce. Alors, qu'ont dû penser les Néandertaliens lorsque des groupes familiaux se sont entrelacés pour la première fois? Ce que nous savons, c'est que beaucoup de ces interactions étaient probablement non conflictuelles, bien au contraire en fait. Il existe des preuves substantielles que Homo neanderthalensis et Homo sapiens se sont reproduits entre eux et l'ont souvent fait. Ces preuves sont accablantes à l'époque moderne, maintenant que les scientifiques ont séquencé le génome de multiples races et espèces humaines. Tous les génomes non subsahariens au sein de l'espèce Homo sapiens, par exemple, contiennent de l'ADN néandertalien. C'est le plus marqué chez les Européens et les Asiatiques modernes, ce qui coïncide avec les territoires historiques des Néandertaliens. L'humain européen moderne moyen est composé de 1,8% à 2,4% d'ADN néandertalien, et l'humain asiatique moderne moyen est composé de 2,3% à 2,6% d'ADN néandertalien. Le fait que ces deux espèces se soient reproduites entre elles n'est pas qu'une théorie. C'est un fait scientifique, durement prouvé. Des familles interspécifiques, et peut-être même des groupes, ont pu exister à travers les steppes du Pléistocène tardif. Des scénarios fascinants où des enfants hybrides étaient accompagnés de parents descendant à la fois de Sapiens et de Néanderthalensis. Encore une fois, on ignore à quel point ces occurrences étaient courantes, mais pour que les humains modernes contiennent des traces notables d'ADN néandertalien dans leur génome, cela a dû être plus courant qu'on ne le penserait. Un bon exemple en est celui d'un spécimen connu sous le nom de Shanidar I, provenant d'une grotte dans le nord de l'Irak. Cet individu montre des preuves d'une amputation du bras droit et d'une infection de l'os où le bras a été amputé, des problèmes de vision et une possible perte auditive. Peut-être que le néandertalien en question a subi ces blessures suite à l'attaque d'un animal ou à un combat interspécifique. Il est donc estimé, en analysant les âges des individus connus de la science, que plus de 80% des Néandertaliens ont péri avant d'atteindre 40 ans. C'était une vie dangereuse et brève sur la steppe à mammouth. La majorité des blessures néandertaliennes connues sont censées avoir été subies suite à des attaques d'animaux sauvages. À mesure que le climat devenait plus froid, les animaux de la steppe devenaient plus gros et plus dangereux, et beaucoup d'entre eux cherchaient un refuge contre les éléments dans les grottes. Les Néandertaliens voulaient ces grottes pour eux-mêmes, et se trouvaient souvent en train de se battre pour l'espace des grottes avec les mammifères carnivores mortels qui y avaient élu résidence, ce qui signifie que de telles attaques étaient fréquentes et potentiellement mortelles. La chasse aurait également causé de graves blessures, tout comme les conflits intergroupes. Certains Néandertaliens sont connus pour avoir subi des blessures majeures par lame à la tête et au torse, indiquant que même s'ils avaient pu avoir des relations amicales avec nos ancêtres, les tensions entre groupes rivaux ont pu être élevées au niveau conspécifique. Un examen de ce que chassaient les Néandertaliens peut également nous donner un aperçu de la raison pour laquelle certaines de ces blessures étaient si courantes.
Ils ont été l'une des premières espèces humaines à chasser du gros gibier difficile. On sait qu'ils chassaient principalement des ongulés de taille moyenne, tels que le cerf rouge, le bouquetin et le renne, mais la steppe regorgeait d'opportunités et des créatures plus grandes étaient souvent chassées systématiquement. Celles-ci incluent les rhinocéros laineux, les aurochs, les éléphants à défense droite et les iconiques mammouths laineux. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, ce n'étaient pas les chasses les plus faciles quand tout ce que vous aviez pour vous défendre était une lance. Tous les Néandertaliens ne semblent cependant pas avoir affronté des proies aussi difficiles, et en parcourant le monde, nous voyons différentes cuisines commencer à s'imposer. Alors que les populations du Nord chassaient la mégafaune, les groupes côtiers de Gibraltar semblent avoir mangé des proies plus petites, telles que des oiseaux de chasse. Les cailles et les râles étaient consommés dans ces sociétés, ainsi que plusieurs espèces d'alouettes. Mais en raison de leur proximité avec la côte, les fruits de mer étaient une spécialité. Tout, des coquillages au thon en passant par les dauphins et les phoques, étaient tués, débités et consommés par les Néandertaliens, vivant dans ces groupes ibériques côtiers. Mais certaines populations ont poussé leur régime alimentaire encore plus loin. Certaines communautés végétariennes sont connues de l'intérieur de l'Espagne, où les Néandertaliens qui y vivaient avaient rarement besoin de chasser. Les nutriments dont ils avaient besoin provenaient de champignons sauvages, de diverses espèces de mousses et de pignons de pin qui poussaient dans la région. Des grattoirs spécialisés étaient utilisés pour dépecer les animaux et des aiguilles étaient utilisées pour fabriquer des vêtements primitifs. Ces vêtements n'étaient probablement pas très complexes et étaient probablement mal ajustés, mais ils faisaient le travail de garder les individus au chaud par temps froid. Ces vêtements simples étaient faits de peau et de fourrure d'animaux et auraient été similaires aux couvertures ou ponchos utilisés et portés par les humains modernes. Certains groupes de Néandertaliens sont connus pour avoir maîtrisé le pouvoir du goudron d'écorce de bouleau, une substance collante trouvée dans les bouleaux qui aidait ces premiers hommes et femmes à construire leurs armes et outils. Certaines communautés de la mer Ionienne sont même connues pour avoir développé des outils maritimes de base, des radeaux et des pagaies qui pouvaient transporter des individus à travers des étendues d'eau pendant une courte période. Les Néandertaliens ont même poussé les limites en termes de leur capacité médicinale. Certains sites montrent une utilisation extensive d'attelles sur les os pour guérir les blessures, et une large gamme de plantes médicinales était reconnue, collectée et consommée pour tuer la douleur ou aider à la désinfection. Les Néandertaliens sont également connus pour être des utilisateurs passionnés et habiles du feu. Ils étaient doués pour allumer des feux à leur avantage afin de cuisiner des aliments, d'aider lors des chasses ou de garder les communautés au chaud dans les climats rigoureux de l'ère glaciaire du Pléistocène. Le feu était soit transporté, soit allumé pour aider les groupes familiaux, et il a pu être un composant clé de l'armement qui leur a permis d'abattre des créatures aussi grandes et puissantes que les mammouths laineux des vastes steppes à mammouths. À partir de ces feux, les Néandertaliens construisaient des foyers en pierre dans les grottes qui brûlaient tout au long de l'hiver pour garder les sociétés au chaud. La présence de tels foyers indique également qu'ils avaient une certaine connaissance de la circulation de l'air, construisant les foyers à des endroits spécifiques, avec ventilation, afin que les membres du groupe ne s'étouffent pas avec les fumées injectées dans les grottes par la fumée du feu du foyer. Il y aurait eu des essais et erreurs dans toute cette technologie, et certaines capacités auraient pris plus de temps aux Néandertaliens à maîtriser que d'autres. Certains Néandertaliens dans ce qui est aujourd'hui la France sont censés avoir eu accès à et connaissance de cordes et cordages basiques, ce qui aurait pu permettre la production d'une large gamme d'outils et d'objets qui auraient rendu la vie beaucoup plus facile pour ces premiers hommes et femmes. Avec de la corde, ils auraient pu maîtriser des filets pour attraper des poissons et d'autres animaux, des lits dans leurs habitations, en grottes des chaussures pour protéger et réchauffer leurs extrémités et de simples murs et sols pour créer des huttes ou des tentes. Des dispositifs de transport tels que des paniers tissés auraient pu être construits avec de la corde, tout comme des cordes d'attache pour sécuriser des pièges. Les exemples continuent. Mais si les Néandertaliens ont utilisé la corde de ces manières, il peut y avoir un monde perdu de technologies primitives qui attend d'être découvert. Les Néandertaliens avaient également une culture spécifique qui les séparait de celle des Homo sapiens. Il est vague et inconnu si les Néandertaliens suivaient un certain ensemble de croyances ou une religion,
Mais ils enterraient leurs morts, ce qui pourrait dénoter une croyance en une sorte de vie après la mort ou des rituels basiques autour du passage. Des tombes néandertaliennes sont connues à travers leur territoire. Certains individus ont même pu porter des bijoux simples et primitifs, faits de pierre, d'os et de plumes, pour dénoter un statut ou se décorer. Cela a pu jouer un rôle dans la formation d'une culture primitive ou peut-être même d'une religion si de tels bijoux étaient portés lors d'occasions spécifiques. Certains groupes de Néandertaliens sont connus pour avoir produit de l'art et de la musique. Des gravures rupestres de sites à Gibraltar sont connues où les Néandertaliens ont créé des motifs ou des images en gravant avec leurs grattoirs ou couteaux dans les roches des grottes. Des flûtes en os ont été découvertes dans certains sites archéologiques néandertaliens, faites à partir des victimes de chasses réussies. Ces flûtes ont pu être utilisées pour communiquer lors des chasses, imiter les sons des animaux, effrayer certaines créatures, ou simplement parce que les Néandertaliens appréciaient les sons qu'elles produisaient. La steppe à mammouth était un environnement rude, et à mesure que les Néandertaliens évoluaient, la faune de la région évoluait également. Cette période et ce lieu en paléontologie sont synonymes de mégafaune, de mammifères massifs et d'autres créatures qui ont évolué pour faire face au climat changeant. L'Amérique, par exemple, est connue pour ses mastodontes, ses grands félins, ses oiseaux de terreur et ses paresseux terrestres. L'Australie avait ses marsupiaux géants et l'Afrique est encore connue pour sa mégafaune aujourd'hui. Éléphants, girafes, rhinocéros et hippopotames, tous qualifiés. La steppe à mammouth d'Eurasie, cependant, avait la mégafaune la plus emblématique de toutes. Marchant aux côtés de nos cousins néandertaliens ainsi que des premiers Homo sapiens se trouvaient, comme le nom de steppe à mammouth le suggère, les mammouths. Des espèces d'éléphants gigantesques avec des manteaux laineux et de longues défenses courbes qui migraient à travers les steppes eurasiennes en grand nombre, généralement menées par une matriarche. Bien adaptés pour faire face au froid et consommer les herbes dures de la steppe, les mammouths ont prospéré pendant des centaines de milliers d'années. Et la dernière population restante a persisté sur l'île Wrangel, dans le nord-est de la Russie, jusqu'à il y a environ 10 000 ans. Ces proboscidiens gigantesques auraient été une chasse difficile mais gratifiante pour les premiers groupes de Néandertaliens dans la steppe. Aux côtés des mammouths vivaient de nombreuses autres espèces de mammifères mégaphoniques. Le rhinocéros laineux était proéminent, une espèce de grand rhinocéros trapu avec un manteau laineux et une grande corne. En Sibérie, un Elasmotherium aurait persisté contre les climats froids. Cette créature ressemblant à un rhinocéros était autrefois pensée avoir une seule corne colossale, menant au surnom de licorne sibérienne. Mais des études récentes montrent qu'elle avait une corne plus plate et plus trapue, un peu comme un rhinocéros indien moderne. Le puissant éléphant, à défense droite, aurait vécu en groupe dispersé sur la grande steppe à mammouth, une autre chasse difficile pour nos Néandertaliens. L'auroch, une espèce de grand bétail éteint, qui ne s'est éteint qu'en 1627, aurait prospéré en grand nombre également. Peut-être l'animal le plus spectaculaire de la steppe à mammouth était le mégalocéros, la plus grande espèce de cerf ayant jamais vécu, mesurant environ 3 mètres de haut avec une envergure de bois de près de 4 mètres. Ce cervidé gigantesque aurait parcouru la steppe en petits groupes, se rassemblant peut-être pendant la saison du rut. C'est une espèce qui aurait également été ciblée comme nourriture par les premiers humains. La steppe à mammouth n'était cependant pas sans danger, et les humains figuraient encore, très certainement, au menu de certains des résidents carnivores de la région. Le lion des cavernes eurasiens était peut-être la plus grande menace pour les Néandertaliens et les premiers Homo sapiens, qui se seraient violemment défendus contre les Néandertaliens empiétant sur leur espace de grotte. Les hyènes des cavernes peuplaient également la steppe, un parent plus grand et plus robustement construit de la hyène tachetée africaine. Les ours des cavernes aussi, bien que principalement herbivores, auraient agressivement repoussé les humains envahisseurs s'ils s'approchaient trop près des grottes chaudes dans lesquelles ils vivaient. Diverses espèces modernes de prédateurs vivaient également sur la steppe. Loups, gloutons, lynx et ours bruns auraient également pu représenter une menace pour les Néandertaliens et leurs cousins humains modernes. Ce n'était cependant pas que mégafaune et danger pour les Néandertaliens. En traversant la steppe, ils auraient rencontré de vastes troupeaux de chevaux sauvages, de rennes, de bisons, d'antilopes saïga
de mouflons des neiges et de bœufs musqués. Des mammifères plus petits, tels que les écureuils, les marmottes et les pikas, auraient formé des colonies dans les arbres, sur les rochers et sous terre. Et une grande variété d'espèces d'oiseaux auraient volé au-dessus. Les vautours et les aigles planaient haut dans le ciel. Les corbeaux et autres passereaux peuplèrent les arbres, tandis que les outardes, les sternes et la sauvagine erraient sur la terre. C'était un paysage diversifié et expansif, aussi plein d'émerveillement que de dangers pour nos ancêtres et leurs cousins néandertaliens. L'ADN néandertalien peut exister en nous aujourd'hui, mais finalement, le néandertalien lui-même n'existe plus. Pourquoi ? Qu'aurait pu causer la disparition de la face de la Terre d'une créature aussi théoriquement bien adaptée ? Il existe en fait de nombreuses théories, chacune pouvant être vraie ou peut-être une combinaison de plusieurs facteurs. À mesure que le Pléistocène progressait, les tailles de population néandertalienne sont devenues plus clairsemées et le nombre global de néandertaliens a commencé à diminuer. Finalement, il en restait très peu, et avant longtemps, il n'y en avait plus du tout. Cela aurait pu être le résultat de la reproduction avec les êtres humains. Une théorie est que leur population s'est progressivement assimilée à la nôtre vers la fin du Pléistocène. Les Homo sapiens, chez ces hommes et femmes, ont survécu aux Homo neanderthalensis en raison de la plus grande taille de population, et les Néandertaliens ont finalement disparu en conséquence, selon cette théorie. Une autre cause possible est le changement climatique. À mesure que la steppe à mammouth a commencé à reculer, le climat a commencé à se réchauffer et la mégafaune a commencé à disparaître de la face de la Terre. L'environnement et les sources de nourriture des Néandertaliens ont commencé à diminuer. Dans un monde plus adapté aux Homo sapiens plus avancés, les Néandertaliens n'ont peut-être pas été capables de rivaliser et se sont éteints en conséquence. Finalement, on théorise que la maladie aurait pu être la réponse. Peut-être qu'une épidémie s'est propagée à travers la population néandertalienne, une maladie à laquelle les Homo sapiens ont survécu ou étaient immunisés. Alors que la maladie se propageait à travers la steppe, les Néandertaliens auraient pu périr en grand nombre, mettant rapidement fin à l'espèce. Quelle que soit la raison, les Néandertaliens ont disparu de la face de notre monde il y a environ 40 000 ans, et Homo sapiens a commencé à devenir l'espèce la plus proéminente en Eurasie, se répandant finalement à travers le globe entier. Bien que les Néandertaliens soient disparus depuis longtemps, nous n'en sommes vraiment qu'au début de notre voyage, dans notre connaissance d'eux. Nous savons relativement peu de choses sur la façon dont ils vivaient, comment ils communiquaient, ce qu'ils ont pu penser ou comment ils auraient pu interagir avec d'autres espèces, ou même entre eux. Ils restent l'une des espèces les plus fascinantes à avoir jamais honoré les archives fossiles. Une autre espèce d'humain avec laquelle nos ancêtres ont vécu et interagi, disparue de la face de la Terre pour des raisons qui restent vagues. Bien qu'il puisse être regrettable que nous ne puissions jamais rencontrer un Néandertalien, il est agréable de penser à la façon dont notre perception de cette espèce a grandi et évolué au fil des ans. De nombreuses représentations modernes des Néandertaliens montrent la vie et l'âme au sein des individus, les dépeignant davantage comme des humains que comme des singes brutaux. Les artistes archéologiques modernes, ou paléo-artistes, ont fait cela mieux que quiconque. Et nous vous encourageons à rechercher des représentations modernes de Néandertaliens par vous-même, pour avoir une idée de ce à quoi ils auraient vraiment pu ressembler. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Peut-être vous a-t-elle rapproché un peu de nos anciens cousins.